Coiffé d'une casquette, Marc Aurèle, un petit garçon au visage de pleine lune, s'était toujours opposé au combat de cerf-volant. Ce passe-temps éveillait chez lui d'autres préoccupations plus sérieuses. Il s'était mis à imaginer depuis le jour qu'un Grandou souleva de terre un enfant de 4 ans que cet appareil pouvait offrir un éventail de possibilités. Il le voulait beau, solide et utile. Il associait les cerfs-volants à des décès pratiques, rêvant de protéger les domaines publics et privés en les lançant munis de caméras vidéo en vue d'épier d'éventuels troubles faits. Pour éviter les embouteillages, lorsqu'il sera à l'école, Marc Aurèle rêve de se faire construire un cerf-volant stable qui exploiterait aisément la force du vent comme celui du pionnier américain Samuel Franklin Cody pour son transport. Il pense que la circulation dans les airs deviendra incontournable dans un espace urbain infernal à l'autorité publique admet sans réagir cet état de fait, les trottoirs aux marchands, les rues aux piétons et aux automobiles. Il poussait son imagination à l'extrême. Planant sur les ailes du rêve, il voit les cerfs-volants à la rescousse des aviateurs dont l'avion s'est abîmé en mer et remorquant rescapé et bien lors des naufrages. Ces idées l'agitaient dans son sommeil et accentuaient ses yeux adoucis de rêve, d'un air de contemplateur, de génie précoce égaré dans la foule. Il parlait, brûlant de passion, de ses projets à ses amis. Ces derniers le prenaient pour un esprit dérangé et le tournèrent en dérision. Dans la rue, on le tirait par la chemise, l'appelant sur un ton canaille. « Marc Aurèle, mon fou !» Attristé, il se morfondait dans un coin, ruminant ses idées pour lui seul et prenait peur quand ces images de rêves impossibles l'assaillaient. Il comprit que le cerf-volant pourrait susciter plus d'intérêt chez les jeunes si on lui faisait jouer le rôle d'instrument de la paix. Ce serait une paix de haut vol, pensait-il, si on lâchait des milliers de cerfs-volants sur la voilure desquels s'écriraient des messages de sensibilisation. Chaque occasion servirait de prétexte pour conscientiser les gens. Il imaginait par exemple le 20 novembre, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, des milliers de jeunes ramassant des cerfs-volants porteurs de messages sur les droits de l'enfant parmi des ballons gonflés à l'hélium. Dans le monde à venir, où le cerf-volant serait à la fois divertissant et utile, pense Marc Aurèle, les belliqueux de la trappe de Thompson Thomas seraient malheureux car ils ne pourraient plus continuer à trouver leur satisfaction dans le mal. Aussi demande-t-il aux cerf-volistes de faire descendre leurs jouets. Tous les cerfs-volants au sol, nous allons les équiper. Marc Aurèle avait fini par remarquer que c'était une erreur de continuer à faire voler une troupe de cerfs-volants non armés. Chaque année, à pareille époque, tout le monde subissait le même sort. L'espace était balayé par ce Grandou parce que les enfants n'achetaient jamais les cerfs-volants fabriqués dans l'atelier du club des chevaliers de Haut-Vent. Maigre, les yeux grands, le visage étroit, Blogzo, un enfant surnommé ainsi par moquerie, soutient l'idée selon laquelle le Grandou doit trouver constamment devant une troupe armée, aussi rejoint-il Marc Aurèle. Blogzo, ce petit garçon frêle, avait appris à confectionner ses engins et à pratiquer le combat des cerfs-volants depuis le berceau. Son père, Nicolas Arsène, un passionné du combat aérien qui croyait dur comme fer que les cerfs-volants abritaient l'âme de ceux qui les guidaient, s'était fait une réputation à travers tout Port-au-Prince. Il avait remporté tous les tournois organisés dans plusieurs quartiers de la capitale. Son rival de taille fut le père de Thompson, Abner Thomas, fondateur du club des chevaliers de Haut-Vent. Dans un ultime duel organisé un vendredi saint sur la plateforme à partir de laquelle Thompson pilotait son Grandou, Nicolas Arsène trébucha
heurta une balustrade vétuste et tomba. On le retrouva raide mort sur le sol. Cette terrible émotion entraîna le départ du père de Thompson pour l'au-delà. 1 an plus tard, exactement à la même date, l'annonce de la nouvelle du décès de Thomas, que les gens du quartier attendaient inéluctablement, provoqua une bousculade homérique dans la maison du défunt ce vendredi-là. Chacun jouait des coups pour voir l'homme qui poursuivait un rêve désespéré. Tout le monde espérait envelopper du regard en même temps celui qui voulait rompre la corde de son ultime cerf-volant dans le dernier ciel. Il reposait dans un cercueil hexagonal en forme de grand doux, doté, voilà le cercueil. Le cercueil en forme de grand doux, vous voyez? Vous voyez? Le cercueil hexagonal en forme de grand doux. Voilà. Vous voyez? Donc, en forme de grand doux, doté d'accessoires depuis pour être lancé à destination du paradis des cerfs-volants. Selon eux, il part pour le paradis des cerfs-volants. On se pressait autour de ce cadavre squelettique, momifié à force de jeûne, de pénitence et de privation. Il était exposé dans ce cercueil muni de brides de queue, de cordes de vol emplies de lettres que des parents adressaient à leur chair regrettée. La mort lui-même tenait fermement entre ses mains son journal intime dans lequel il avait confessé toutes ses fautes en attendant leur émission. Le quartier, dans son ensemble, considérait que cette momie de douleur, transfigurée par la prière, était aux yeux de Dieu élevée au rang de bienheureuse. Dans les mois qui suivirent, on s'apprêtait à écrire au 13 Saint-Père de Rome dans l'objectif de faire figurer Abner Thomas dans le martyrologue. La communauté d'amateurs de cerfs-volants souhaitait de tous ses voeux la béatification de ce martyr, qu'il devint le saint patron des cerfs-volistes. Nicolas Arsène et Abner Thomas moururent à l'époque où les cerfs-volistes enduisaient leurs lignes de cire et de poudre de verre afin de rompre par friction répétée la corde de l'adversaire. Donc ça, c'est un extrait de l'histoire que nous avons lu ce matin.